On va commencer, il est 11h03, donc toujours bonjour et merci à celles et ceux qui rejoignent notre webinaire. Cette présentation sera faite par Alexis Valvogel, que vous voyez, et moi-même, Christophe Black, spécialisé en protection sociale. Alors, pour un bon déroulement de cette présentation, nous vous demanderons trois petites choses. Nous vous prions d'éteindre vos micros et poser vos questions via le fil conversation qu'Alexis est en train de lire. Nous prendrons l'ensemble de vos questions à la fin de la présentation et pour toute question personnelle, vous pouvez nous contacter sur nos portables ou laisser vos coordonnées via le fil de conversation de Microsoft Teams et nous engageons à vous contacter sous 48 heures. Donc voilà, nous allons présenter, moi je vais présenter le groupe courtier Conseil Uni. On est une société de courtage présent dans le Grand Est de la France avec des agences à Colmar, Metz, Strasbourg et au Luxembourg et nous traitons tous les aspects de l'assurance partout en France et à ce jour, nous traitons plus de 700 dossiers de sinistres liés au Covid-19. Je vais laisser Alexis présenter la société Risk & Results et c'est lui qui va commencer la présentation de ce webinaire. Bonjour, je suis effectivement Alexis Valvogel. Je suis co-gérant de la société courtier Conseil Uni, mais également de la société Risk & Results. Si la société courtier Conseil Uni est une société de courtage pure, la société Risk & Results a la particularité d'avoir deux activités. Une activité de base qui est le conseil en risk management, domaine dans lequel nous nous appuyons sur l'expertise d'à peu près une vingtaine de consultants répartis à travers le territoire qui conseillent des entreprises qui vont de la PME, PMI jusqu'à des sociétés du CAC 40. On a des clients comme Total, Sanofi, Crédit Agricole, pour vous donner un ordre d'idée, mais également des entreprises régionales qui sont présentes en Alsace ou dans d'autres régions françaises, PACA, etc. La particularité de Risk & Results, c'est effectivement d'intégrer le métier de conseiller en risk management avec le métier de courtier en assurance, et nous développons donc des solutions qui permettent globalement d'intégrer ces deux compétences tout en optimisant globalement le coût global de la gestion du risque, mais également la couverture du risque, donc le budget assurance pour chacune des entreprises qui a recours à nos services. Voilà. Je vais commencer donc à Christophe, si tu peux penser à tourner les pages du slide. Merci. Donc pour introduire le sujet de l'assurance dans le contexte du Covid-19, je vais faire un petit historique, entre guillemets, de ce qui s'est passé depuis le mois de février-mars de cette année. En fait, on a 3 points qui sont importants. Le premier point, c'est qu'il y a d'abord une communication de la part des assureurs qui ont expliqué qu'ils ne couvraient pas globalement, dans la plupart des cas, les suites et conséquences de Covid-19, en expliquant qu'il s'agit d'un événement qui n'est pas assurable, compte tenu des enjeux, et qu'à ce titre-là, donc cet événement est exclu des contrats d'assurance. C'est l'acte 1. L'acte 2, c'est une réaction de la part des assurés au sens large, entreprises, qui en fait sont confrontés à des difficultés extrêmement importantes et réalisent en fait face à ces difficultés, puisque du jour au lendemain globalement le chiffre d'affaires passe à zéro, que en fait les garanties d'assurance sont quelque chose d'extrêmement important pour faire face à des événements majeurs et survivre dans le cas d'une tempête. Alors ce type de circonstances arrive pas forcément tous les matins, bien sûr, c'est quand même assez rare dans la vie d'un entrepreneur de faire face à ce genre de circonstances. Mais la particularité de Covid-19, c'est que ce n'est pas un entrepreneur qui faisait face à ces circonstances, mais 90 à 95% des entrepreneurs d'Alsace, du Grand Est, de France et plus largement à travers la planète. Donc, bien évidemment, on est dans un contexte particulier qui met les entreprises sous tension. Elles se retournent et demandent à leurs assureurs « Et vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous ?» Et en face, la réponse, c'est « Écoutez, c'est exclu de nos contrats d'assurance.
Et donc, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose pour vous. Voilà. Concrètement, nous sommes à un moment de vérité pour les assureurs. Et je pense que ce moment, effectivement, va permettre de montrer aux assureurs qui ils sont et à quoi ils servent. En ce qui me concerne, je suis courtier, c'est-à-dire que je défends les intérêts des assurés. Et j'ai pris des positions à travers notamment des posts sur LinkedIn en expliquant très rapidement, et dès le début de la crise, que les assureurs, effectivement, ne peuvent pas juste dire les garanties sont exclues pour différentes raisons, et qu'il convient effectivement d'être aux côtés des assurés et de bien comprendre ce qui se passe, parce que même pour un assureur qui a l'habitude de faire face à des sinistres, ces circonstances sont tout à fait exceptionnelles, et donc on ne peut pas les gérer comme un sinistre classique. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Christophe, si tu peux passer à la slide suivante. Voilà, donc, personnellement, je vais vous présenter les sujets et les enjeux en matière d'assurance multirisque, responsabilité civile. Donc, c'est globalement ce qu'on appelle les assurances au bien et les assurances de responsabilité. Premier point qu'on va traiter, c'est les conséquences et garanties qui sont mobilisables au titre des différents contrats d'assurance que vous pouvez avoir dans le cadre du Covid-19 depuis début mars 2020. Le deuxième point que je vais traiter, ça va être comment est-ce qu'on gère la relation avec son assureur. Et le troisième point, c'est un peu de prospective, mais c'est de la prospective immédiate, puisque les activités redémarrent tout doucement. Certaines, en fait, n'ont jamais cessé. Et donc, il y a des questions et des points sur lesquels il faut s'interroger par rapport à ces garanties d'assurance que l'on a ou que l'on n'a pas. Et si on les a, est-ce qu'elles sont bien souscrites? Il y a un certain nombre de points bien précis que nous allons énumérer et sur lesquels nous vous inviterons à être très vigilant. On peut passer à la slide suivante, Christophe. Merci. Christophe, merci. Oui, c'est fait. OK. On va commencer par parler des conséquences et garanties qui sont mobilisables dans le cadre de Covid-19 en ce qui concerne les pertes d'exploitation, puisque c'est de très loin le sujet qui occupe le devant de la scène, mais on abordera également d'autres sujets qui ne sont pas forcément aussi médiatiques, qui sont parfois tout aussi importants, voire même plus importants pour certains d'entre vous. Alors, par rapport à ces circonstances de Covid-19, et compte tenu de notre expérience aujourd'hui, effectivement, comme Christophe le disait, on a commencé à travailler sur les sinistres Covid-19 d'abord avec nos clients agents de voyage et tour opérateurs. Ça, c'était en fait dès le mois de février, avec des questions d'annulation de voyage, de rapatriement de clients qui étaient à l'étranger, de clients qui devaient ou pas décider de partir dans 2 jours, 3 jours, une semaine. Et ensuite, on a eu les sujets de fermeture administrative. Et donc, aujourd'hui, effectivement, on pilote à peu près 700 sinistres, donc, qui sont des cas où des assurances et des garanties sont mobilisables. Donc, c'est tout à fait énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, 700 sinistres, à peu près les sinistres que l'on traite qu'on ouvre pendant 6 mois. Donc là, on a ouvert en 2 semaines à peu près autant de sinistres que ce qu'on ouvre normalement en 6 mois pour notre activité classique. Donc, par rapport aux pertes d'exploitation suite à la fermeture administrative, les assureurs, au fait, à l'appui de notre expérience, ont 3 attitudes, globalement. Première attitude, Christophe, au premier cas de figure plutôt, c'est une entreprise est assurée au titre de la garantie fermeture administrative sans exclusion des suites et conséquences de virus, d'épidémie ou de pandémie. Donc le premier cas, c'est une entreprise qui va pouvoir mobiliser sa garantie. Le deuxième cas que l'on rencontre, il s'agit d'entreprises qui sont assurées au titre d'une fermeture administrative, mais qui vont avoir dans leur contrat d'assurance une exclusion qui est plus ou moins bien formulée
en ce qui concerne les suites et conséquences du virus, de l'épidémie ou de la pandémie. C'est-à-dire que le contrat d'assurance dit « je couvre les fermetures administratives, etc. » Mais vous avez un petit peu plus loin une clause qui s'appelle les exclusions, qui peuvent être liées à la garantie ou des exclusions générales, dans lesquelles un assureur va dire j'exclus les suites et conséquences de tel ou de tel type d'événement. Et dans certains cas, effectivement, il peut chercher à viser l'exclusion de virus, d'épidémie ou de pandémie, mais il va formuler son exclusion d'une manière qui n'est pas forcément juridiquement valable. Alors bien évidemment, on est là dans un degré de finesse dans lequel je ne vais pas rentrer, puisque ça nécessite, on est dans le cœur de l'expertise en matière de droit des assurances, mais on a donc ces cas où des exclusions sont plus ou moins bien formulées, qui sont d'ailleurs des cas qui font aujourd'hui, commencent à faire polémique, compte tenu de certaines circonstances sur lesquelles on reviendra après. Troisième cas de figure, Christophe, s'il te plaît. C'est le cas de figure, un autre cas de figure relativement simple. Ce sont des entreprises, soit qui n'ont pas de garantie de fermeture administrative, soit qui ont une garantie fermeture administrative, mais avec une exclusion qui est parfaitement formulée par la compagnie d'assurance ou la mutuelle, qui est inattaquable. Et donc, cette entreprise-là ne pourra pas, elle peut demander qu'on applique sa garantie, mais si l'assureur lui dit non, je refuse d'appliquer ma garantie, et que son exclusion est bien formulée, l'entreprise n'a aucune chance de chercher à obtenir ou obtenir quoi que ce soit. Donc voilà, il est important de savoir dans quel cas on se trouve quand on fait un diagnostic. Est-ce qu'on est dans le cas 1, dans le cas 2 ou dans le cas 3? Voilà. Deuxième, on passe au point suivant. En fait, face à ces trois situations dans lesquelles un assuré peut se trouver, on a en fait 4 réactions possibles de la part des assureurs. Et j'ai volontairement distingué les situations dans lesquelles l'assuré peut se trouver des réactions que l'assureur peut, et des postures que l'assureur peut prendre, parce qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'un assureur prend telle ou telle posture qu'il a forcément raison. Alors, première posture d'un assureur, c'est de refuser la garantie sans aucune ouverture pour discuter. C'est aujourd'hui clairement la position qui est omniprésente et la plus courante. Alors, si effectivement l'entreprise assurée dans le cas numéro 3, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas valablement, elle n'a pas de garantie fermeture administrative ou elle a des exclusions qui s'appliquent et donc elle ne peut pas faire valoir sa garantie, si l'assureur refuse sa garantie et n'a pas d'ouverture pour en discuter, ça n'a pas grand sens de continuer. Par contre, si l'entreprise est dans le cas 1 ou dans le cas 2 et que l'assureur a la posture de refuser sa garantie sans aucune ouverture pour discuter, là, effectivement, il y a problème. Et donc, là, il y a matière à rentrer dans les détails et à analyser le sujet. Deuxième posture qu'un assureur peut prendre, c'est refuser la garantie en laissant la porte ouverte pour négocier un accord amiable, en général via des discussions confidentielles entre avocats, mais pas forcément. Cette posture, on la retrouve, je dirais, de plus en plus souvent. Et c'est sans doute effectivement la posture la plus adéquate quand l'assuré se trouve dans la situation 2. Mais si l'assuré se trouve dans la situation 1 et son assureur prend cette posture, ce n'est pas forcément un problème puisqu'il est ouvert à la discussion. Donc, ça veut dire qu'il a une stratégie, on va dire, pour gérer une négociation qu'il a bien posée et dans laquelle on peut parfaitement s'inscrire dès lors qu'on est assuré. Pour aboutir à un résultat. Et on peut aboutir à un résultat quand il y a ce genre de posture de la part d'un assureur. Troisième cas de figure qu'on peut retrouver, c'est un assureur qui refuse la garantie, mais qui offre une indemnisation forfaitaire aux assurés dans le cadre d'une enveloppe globale. Alors, on a donné quelques noms, puisque c'est des cas qui ont été médiatisés. D'abord, la compagnie Mutuelle MMA, Mutuelle du Mans Assurance, qui, il y a quelques jours, a été le premier assureur à effectivement confirmer que ces garanties n'étaient pas acquises. Et pour travailler avec cette compagnie d'assurance,
Et pour avoir analysé dans le détail, bien évidemment, les contrats d'assurance, je peux confirmer que effectivement cette position de la compagnie MMA pour l'ensemble des contrats que j'ai pu étudier, alors je n'ai pas forcément étudié tous les contrats, mais en tout cas j'en ai étudié un certain nombre. Pour l'ensemble des contrats que j'ai pu étudier, la position de MMA est juridiquement fondée. Donc MMA dit, moi je ne couvre pas, mais j'offre une indemnisation forfaitaire aux assurés dans le cadre d'une enveloppe globale de 250 millions d'euros que je vais partager entre l'ensemble de mes assurés. Donc cette attitude-là est une attitude très responsable, solidaire, et donc que je relève et que je félicite parce que c'est sans doute la meilleure réaction qu'il y a eu depuis le début. Deuxième assureur qui s'appelle la MAF, qui est une mutuelle qui fait partie d'ailleurs du même groupe que MMA, qui a une attitude également responsable, mais on va dire qui est moins engagée exclusivement au bénéfice de ces sociétaires. La raison est la suivante, c'est que MAF a expliqué que effectivement, au titre de ces contrats, on était dans la situation 2, pour l'assuré, c'est-à-dire qu'il y avait des exclusions qui étaient discutables. Donc la MAF a été totalement transparente sur cette prise de position. Et elle a dit de façon tout aussi ouverte que pour éviter des procédures longues et aléatoires, aussi bien pour les assurés que pour les assureurs, elle proposait de faire une indemnisation forfaitaire commerciale dans le même esprit que ce qu'a fait MMA que j'expliquais avant, pour ces assurés. Voilà, ceci afin d'éviter des procédures contentieuses. Donc là, on a une transparence de l'information de la part de l'assureur et derrière une offre transactionnelle globale, ce qui est parfaitement cohérent avec les circonstances, à mon sens. Dernier exemple, ce sont les assurances du Crédit Mutuel, qui en fait se trouvent dans la même situation que la MAF, mais qui ont géré le sujet d'une manière différente. Puisque les assurances du Crédit Mutuel, en termes de posture, ont dit « nous ne couvrons pas les suites et conséquences de Covid-19 ». Pour avoir étudié le sujet, lu pas mal d'articles dans la presse professionnelle par des experts qui font autorité, la position des ACM est défendable, tout comme la position des assurés aux ACM est également défendable. C'est-à-dire des assurés peuvent aujourd'hui valablement faire valoir qu'ils estiment que leur contrat d'assurance se trouve à s'appliquer et donc pourraient demander aux assurances du Crédit Mutuel de faire jouer leur garantie pleinement et entièrement et donc engager une procédure contentieuse. Donc les ACM ont fait, comme la MAF, ont proposé une indemnisation commerciale qui s'appelle prime sociétaire. Par contre, la différence avec la MAF, c'est que dans la communication des ACM, les ACM n'ont pas fait mention que leur clause d'exclusion était contestable et ont totalement occulté que certaines personnes avaient déjà commencé à contester en justice la validité des clauses d'exclusion que les assurances du Crédit Mutuel considèrent comme valables. Alors, il ne m'appartient pas, il y a des tribunaux, il y a des autorités de tutelle pour ça, de trancher est-ce que les ACM ont raison ou pas. Mais en tout cas, ce qui me semble important, c'est que les assureurs expliquent bien à leurs assurés est-ce que effectivement, oui ou non, ou votre garantie est acquise, ou éventuellement c'est discutable. Voilà. Voilà, donc la troisième posture que peut adopter un assureur, et la dernière posture que peut adopter un assureur, c'est d'accepter la garantie. Et quand un assureur accepte la garantie, eh ben, il va instruire le dossier. Mais en général, effectivement, il va essayer de ne pas trop payer. Ceci n'a rien de choquant pour moi qui défends les assurés depuis à peu près 25 ans. Dès lors qu'effectivement, on reste dans des choses qui sont défendables et loyables. Il est normal qu'un assuré cherche à optimiser son indemnisation et il est tout aussi légitime qu'une compagnie cherche à payer ce qu'elle doit payer, mais à ne pas payer plus que ce qu'elle doit payer. Voilà. Donc, il y a des discussions, même si une compagnie accepte la garantie, il y a toujours des discussions. Mais au global, effectivement, c'est une excellente nouvelle parce qu'il y a très très peu d'assureurs et de contrats qui permettent de bénéficier de cette garantie. Et donc, quand on en a un contrat qui permet de s'appliquer, il est bien sûr important que cette garantie s'applique. Voilà. Donc, pour ce qui concerne
pour ce qui concerne la présentation des différentes postures auxquelles l'assuré peut être confronté ou se trouver, pardon, et les réactions qui peuvent être celles des assureurs. Alors, ce qui est important, effectivement, par rapport à ça, c'est bien évidemment de savoir comment réagir quand on est dans telle ou telle situation, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Autre point, autre type de garanties qui sont mobilisables dans le contexte Covid-19, ce sont des garanties annulation d'événements, voyage, assurance assistance voyage, assistance rapatriement. Ce type de garanties, effectivement, sont susceptibles d'intervenir. Alors, en ce qui concerne les garanties événements, elles vont intervenir en général quand on a des contrats dits de type tout sauf, sauf si effectivement il y a une exclusion clairement formulée des épidémies, pandémies, etc. Mais sinon, effectivement, la garantie est acquise. Tout ce que j'ai développé sur la fermeture administrative, la posture de l'assureur, enfin plutôt la situation dans laquelle l'assuré peut se trouver, ou la posture de l'assureur en réaction à la situation dans laquelle l'assuré peut se trouver, dans le cadre de la fermeture administrative, on retrouve exactement les mêmes points dans le cadre de garantie événement. En matière d'assurance voyage, même ce que j'ai dit sur la fermeture administrative, les mêmes points peuvent se retrouver. Là, le sujet, c'est est-ce qu'on a une garantie annulation de voyage qui est une garantie qui s'appelle tout sauf. Donc, quand on a une garantie tout sauf, on a une garantie annulation de voyage qui peut s'appliquer. Si on a une garantie qui couvre que les accidents, la maladie, effectivement, sauf si on avait été atteint par exemple de Covid-19, la garantie ne s'appliquera pas. Enfin, la garantie assistance rapatriement, celle-là, effectivement, trouve toujours à s'appliquer. Il n'y a pas d'exclusion des épidémies. En tout cas, jusque pour les rapatriements, pour les gens qui avaient souscrit des voyages jusqu'à la mi-mars. Pour les gens qui souscrivent des voyages après la mi-mars, il peut y avoir des problématiques qui se posent, mais là aussi, j'y reviendrai plus tard. Voilà, mais tous les voyages qui ont été souscrits avant la mi-mars et avant la notification de l'OMS d'une pandémie, même si le départ a lieu en septembre, en octobre ou en décembre de cette année, toutes ces personnes-là savent que si elles ont un pépin, elles pourront être rapatriées. Deuxième garantie qui est susceptible de s'appliquer, c'est la perte de marchandises périssables, effectivement. Les gens qui sont dans les professions alimentaires ont pu avoir, suite à l'épidémie de Covid-19, des marchandises qu'ils ne pouvaient plus vendre, voire des marchandises qui ont été contaminées. Et donc, les garanties d'assurance, des contrats d'assurance, peuvent intervenir dans le cas de contamination, notamment. Et donc, c'est également un point qu'il faut analyser. Troisième garantie qui est susceptible d'intervenir, merci Christophe pour rajouter le point, dans le contexte de Covid-19, c'est les garanties de risque crédit, l'assurance crédit, pour couvrir les impayés de clients. Donc là, quand on travaille, non pas avec des clients particuliers, mais quand les clients d'une entreprise sont des professionnels ou des entreprises, il existe un dispositif qui s'appelle l'assurance crédit, qui permet, si le client n'a pas payé dans les délais de crédit fournisseurs qui sont prévus dans le cadre du contrat de vente, de demander à un assureur crédit, d'une part, de prendre en charge l'impayé client, et d'autre part, de gérer lui-même les recours vis-à-vis du client. Donc cette garantie-là, dans le contexte Covid-19, compte tenu des problématiques économiques qui peuvent se poser pour certaines entreprises, qui peuvent éventuellement être contraintes à se mettre en redressement judiciaire ou autre, cette garantie-là va être déclenchée dès lors qu'un client sur lequel on a des encours importants ou significatifs est assuré. L'assureur crédit va payer les encours de crédit qu'on a sur ce client, en général à hauteur de 90%. Et donc, ça protège la trésorerie de l'entreprise. Dernière garantie qui sont susceptibles d'intervenir, ce sont des garanties, bien sûr, qui vont couvrir les salariés dans un contexte d'arrêt de travail, d'hospitalisation ou de décès. Et pour ces garanties-là, Christophe vous fera
un exposé après le mien, à la suite du mien. Voilà, donc je vous ai listé là l'ensemble des garanties qui sont susceptibles d'intervenir depuis le début de la crise du Covid-19, avec, vous avez vu, des thématiques qui sont équivalentes sur l'ensemble des sujets. Mais l'idée principale, c'est de vous permettre de dire, bien, tiens, tel ou tel thème, est-ce que je suis assuré ou pas? Et si je suis assuré, effectivement, comment mes garanties s'appliquent. Voilà. Et si je ne suis pas assuré, peut-être se poser la question, est-ce que ça a du sens de s'assurer aujourd'hui? Voilà. Je répondrai là aussi à ces questions un petit peu plus tard. Alors, dans le contexte de crise, une fois qu'on a fait le point un peu sur ces garanties d'assurance, il y a un point qui est important, c'est la forme avec laquelle on va gérer la relation avec son assureur. Puisque, effectivement, il est important de respecter certaines règles de base qu'on va vous rappeler pour que, en fonction de l'évolution de votre dossier, de vos garanties, la position de votre assureur, etc., vous soyez en permanence en capacité à faire vos droits, à faire valoir vos droits au besoin dans le cadre d'une procédure réglementaire ou dans le cadre d'une procédure judiciaire, donc menée par un avocat, mais pour être, on va dire, dans les meilleures dispositions pour agir, il est important de respecter certains points de forme. Premier point de forme, Christophe, merci, c'est de notifier les circonstances et les problèmes auxquels vous êtes confrontés par écrit à votre assureur et votre compagnie d'assurance. Ce que nous recommandons, c'est d'écrire à la fois au siège de sa compagnie d'assurance par lettre recommandée avec AR, mais également en mettant en copie son assureur conseil, donc son agent général ou son courtier en assurance, pour dire, voilà, moi aujourd'hui je suis confronté à telle ou telle circonstance et problématique, en expliquant sommairement, hein, globalement, les difficultés auxquelles vous faire face, et en demandant le point suivant, à l'assureur de vous répondre de façon précise et circonstanciée, c'est-à-dire non pas de vous dire oui, nos garanties excluent Covid-19, mais de vous adresser une réponse en vous disant, ben voilà, on a regardé votre contrat, et au titre de telle ou de telle clause écrite à tel ou tel endroit, nous estimons que, effectivement, pour les préjudices que vous nous avez signalés, vous n'avez droit à aucune garantie. Donc, il est important d'exiger des réponses écrites et précises de la part de votre assureur. Sur ces bases-là, Christophe, on peut passer au point suivant. Vous serez en mesure de vous assurer que les arguments et positions de votre assureur sont fondés, tout simplement parce qu'il vous aidera, il vous assistera dans la lecture de votre contrat d'assurance. Bien évidemment, votre assureur conseil, agent général ou courtier d'assurance a aussi un rôle à jouer et à vous accompagner dans ces circonstances. En vous disant effectivement, en vous expliquant le cas échéant telle ou telle formulation et en vous confirmant que la position qui a été prise par la compagnie d'assurance lui semble fondée, ou éventuellement en prenant la position de dire non, il y a tel ou tel point avec lequel je ne suis pas forcément d'accord. Voilà. On passe au point suivant, Christophe. C'est en fait, si jamais on se retrouve dans la situation dans laquelle on pense être assuré après avoir fait les points préalables, mais qu'on se heurte à un refus manifeste de son assureur d'indemniser, il est important en fait à ce moment-là de consulter des experts qui peuvent être d'autres assureurs conseils, mais qui peuvent aussi être des avocats, afin que ces derniers prennent le relais et soient en mesure effectivement de vous défendre pour faire aboutir votre dossier. Alors dans les professions et les experts qui sont concernés, il y a globalement trois familles, hein. Il y a les experts que vous pouvez consulter, ça peut être des assureurs conseils, des courtiers ou des agents en assurance, hein, qui peuvent être pas forcément votre agent d'assurance actuel, mais un autre agent d'assurance ou un autre courtier d'assurance qui va vous donner son avis de professionnel. Vous pouvez interroger des experts d'assurés qui sont là pour assister les assurés quand ils font face à un sinistre. Et vous pouvez interroger des avocats
qui sont par nature effectivement en charge de faire valoir les droits des assurés ou de toute personne devant les tribunaux. Sachant qu'en ce qui nous concerne, quand nous avons des dossiers litigieux, nous avons monté une équipe en fait pluridisciplinaire qui intègre aussi bien différents experts au sein de nos sociétés de conseil et courtage en assurance, mais également des experts d'assurés que nous avons sélectionnés, et enfin des avocats qui sont spécialisés dans la défense des droits des assurés. Donc l'ensemble de ces 3 domaines d'expertise étant réunis dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire qui va piloter les dossiers de A jusqu'à Z. Dernier point. Donc, si on est confronté effectivement à un assureur qui tergiverse ou qui ne prend pas de position claire, il ne faut pas attendre, il faut initier les démarches en contactant les différents professionnels que je viens de vous contacter, parce que le temps va jouer contre vous. Et effectivement, quand on a des échéances d'emprunt qui ont été éventuellement décalées de 6 mois, dans 6 mois, il va néanmoins falloir les honorer. Donc, il ne s'agit pas d'attendre des semaines et des mois, mais il faut agir le plus tôt possible. Voilà. J'ai terminé là, la présentation du volet de la gestion des relations avec son assureur, et je vais entamer le dernier volet de mon intervention qui est après le 11 mai. Est-ce que tout sera comme avant au niveau des assurances, ou est-ce qu'il y a des nouveaux risques et nouveaux sujets de vigilance? On peut mettre le premier point, Christophe. Alors, le premier point qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'économie et les entreprises vont fonctionner en mode dégradé, et l'épidémie sera toujours présente. C'est ce qui ressort sans aucun équivoque des interventions de 1001 experts qui se prononcent, qui évoquent ce sujet. Ça veut dire qu'on a, pour les entreprises, un environnement économique qui est très fragile, et quand on met très, je dirais même plus, c'est extrêmement fragile, et qui, je dirais tout simplement, n'a jamais été aussi fragile depuis le début du 19e siècle, avec 2 autres circonstances qui remontent à très très longtemps, où on avait une fragilité tout aussi importante. C'est la crise de 29 et la deuxième guerre mondiale. Voilà. À part ces 2 circonstances, ces 2 événements majeurs, il n'y a pas d'autre événement qui est survenu dans l'histoire depuis le début du XXe siècle, donc depuis 120 ans, dans le cadre duquel on identifie un environnement économique aussi fragile. Alors bien évidemment, quand on dit environnement économique fragile, on dit risque. Et donc, quand on dit risque, il s'agit de savoir quels sont les risques auxquels on est identifié, d'une part, et d'autre part, de se protéger contre ces risques. Et l'assurance a un rôle clé à jouer pour se protéger contre ces risques, parce que le jour où le risque se réalise, l'assureur, c'est celui qui va venir faire le chèque pour vous permettre, on l'espère, de faire face aux circonstances. Alors, premier risque qui va se retrouver, qui va être particulièrement important, c'est le risque crédit, c'est-à-dire quand on travaille avec d'autres entreprises, quand nos clients sont d'autres entreprises, le risque de défaillance économique d'un ou de plusieurs clients. Pour couvrir ce risque, la solution, c'est l'assurance crédit. Alors, l'assurance crédit, on va dire habituellement, sert à une entreprise à couvrir la défaillance ponctuelle de tel ou de tel client. Mais aujourd'hui, le sujet est très différent. L'assurance crédit peut servir à couvrir non pas la défaillance d'un client, qui va laisser une ardoise de 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 euros, par rapport à laquelle on peut se dire, OK, bon, je suis en capacité, j'ai assez de trésorerie, ma boîte est solide, je peux assumer ça. Mais la réalité du risque crédit aujourd'hui, c'est pas ça. C'est qu'on peut se retrouver avec 3 clients, 4 clients, 5 clients qui vont effectivement être placés en redressement judiciaire et sur lesquels on va instantanément faire une perte de 5 fois 50 000, 5 fois 100 000, 5 fois 10 000. Bref, des engagements qui peuvent être extrêmement importants. On est dans un contexte de risque qui s'appelle le risque systémique, c'est-à-dire où vous avez plusieurs événements du même type qui vont survenir et qui vont entraîner la défaillance d'une entreprise. Voilà. Et donc, une entreprise peut aujourd'hui avoir, dans un délai de 2 mois, 5 clients qui vont déposer le bilan, alors qu'il y a 6 mois, personne n'aurait, si j'avais expliqué ça à un chef d'entreprise, on m'aurait dit c'est qui se fout, et à juste titre d'ailleurs, mais aujourd'hui, effectivement, c'est une réalité que tout le monde peut concevoir.
Deuxième risque, ou deuxième solution qui peut être importante pour une entreprise, c'est l'affacturage. Alors, l'affacturage, pour faire simple, c'est une solution qui, comme l'assurance crédit, permet de couvrir le risque client, puisque dans un contrat d'affacturage, il y a quasi systématiquement une garantie d'assurance crédit. Mais en plus de ça, on va pouvoir générer de la trésorerie en mobilisant l'ensemble des créances que l'on a sur ses clients, puisque dès l'émission d'une facture, effectivement, on peut demander à la société d'affacturage d'avancer de la trésorerie, de faire un crédit court terme. La société d'affacturage s'occupant in fine de récupérer la créance auprès des clients. Et s'il y avait une défaillance du client de l'entreprise qui bénéficie du contrat d'affacturage, eh ben, c'est l'assurance crédit qui est comprise dans le contrat d'affacturage en général qui va prendre en charge le paiement de cette créance. Troisième garantie qu'il est important d'avoir à l'esprit pour les semaines et les mois à venir, c'est la faute inexcusable de l'employeur. Alors, c'est une garantie au titre de laquelle un salarié peut mettre en cause son employeur pour un accident du travail ou une maladie professionnelle qu'il aurait contractée donc dans l'exercice de ses fonctions. Alors, cette notion de faute inexcusable de l'employeur, elle existe depuis très longtemps. Mais bien évidemment, dans le cadre d'une reprise, d'une continuation ou éventuellement d'une reprise suite à arrêt d'activité, l'employeur n'est pas sans savoir qu'il y a une crise, une épidémie qui est en cours. Et donc, bien évidemment, il doit réfléchir à l'ensemble des mesures qui doivent être mises en œuvre dans le cadre de sa société. Il doit respecter les fiches qui sont créées et qui sont disponibles sur le site du ministère du Travail pour savoir quelles sont les préconisations et recommandations techniques et opérationnelles qui ont été édictées métier par le ministère du Travail. Ensuite, il doit s'assurer que ces actions qui sont mises en œuvre sont mises en œuvre à un instant T au moment de la réouverture, par exemple, mais qu'au fil du temps, elles sont respectées, elles sont suivies. Et si malheureusement, malgré l'ensemble de ces diligences, le chef d'entreprise a des salariés qui tombent malades et qui mettent en cause sa responsabilité parce que tel ou tel moyen n'avait pas été mis en œuvre ou rien n'a été mis en œuvre, la responsabilité du chef d'entreprise pour faute inexcusable sera activée. Point de vigilance. Alors, tous les contrats d'assurance responsabilité civile que vous avez pu souscrire, je dis tous parce que j'en ai jamais vu aucun qui n'avait pas cette garantie, mais il faut quand même vérifier. En général, cette garantie est présente dans tous les contrats. Mais le point auquel il faut faire extrêmement attention, et là par contre, je vois beaucoup de contrats où il y a un risque de nullité de la garantie, c'est le descriptif des activités de l'entreprise qui se trouve dans les dispositions particulières de votre contrat d'assurance. C'est un point extrêmement sensible. Je vais vous expliquer en 2 mots pourquoi. Le jour où vous avez une mise en cause pour maladie professionnelle, que ce soit Covid-19 ou autre chose, vous allez dire, voilà, je suis mis en cause, j'écris à mon assureur par un salarié qui a une maladie professionnelle et donc merci de me défendre et d'assumer les suites et conséquences de ces circonstances. La première chose que va demander l'assureur, c'est voilà, dans quelles circonstances ce problème s'est passé. Quel est le travail, l'activité précise de votre collaborateur? Qu'est-ce qu'il faisait au moment où c'est arrivé, si c'est un accident? Quelle était globalement son occupation depuis X mois ou X années dans votre société si on a un sujet de maladie professionnelle? Et en fait, l'assureur va vérifier que l'activité qui était pratiquée au moment de l'accident ou le poste qui était occupé par votre collaborateur dans le cadre d'une maladie, les activités qu'il faisait à ce poste, sont bien des activités qui relèvent de l'activité qui est désignée au contrat. Si malheureusement, l'activité que vous avez mentionnée dans votre contrat d'assurance, l'activité exercée par l'entreprise, ne correspond pas ou n'englobe pas les activités qui étaient exercées par votre salarié qui met en faute votre faute inexcusable de l'employeur, vous aurez la garantie faute inexcusable de l'employeur, mais votre assureur vous dira, effectivement, on ne peut pas intervenir parce que l'activité
qui a été exercée par votre salarié, qui met en cause votre responsabilité, ne fait pas partie des activités exercées au titre de notre contrat. Donc ça, c'est un point de vigilance qui est extrêmement important et où nous, quand nous intervenons en audit d'assurance ou en étude de risque pour des nouveaux clients, on rencontre très souvent effectivement des problématiques d'activités qui sont exercées par l'entreprise, qui ne sont pas forcément l'activité principale. En général, l'activité principale, on la retrouve, mais il y a des activités secondaires, annexes ou connexes à l'activité principale, ou aux activités principales qui peuvent être oubliées. Et si malheureusement, c'est une de ces activités qui est à l'origine d'un sinistre, l'assureur opposera tout simplement la nullité des garanties d'assurance. Voilà. C'est un point donc extrêmement important. Point suivant, Christophe, la responsabilité civile des mandataires sociaux. De quoi s'agit-il? Alors, toutes les entreprises ont un contrat d'assurance responsabilité civile qui couvre, par exemple, la faute inexcusable de l'employeur, hein, comme j'ai expliqué avant. Mais ces contrats-là excluent systématiquement une responsabilité civile qui est la responsabilité civile des mandataires sociaux de l'entreprise. Donc, la responsabilité civile qui est portée personnellement par les dirigeants de droit ou de fait d'une entreprise. Un dirigeant de droit, c'est le président, le DG, l'administrateur d'une SA, le gérant d'une SARL. Un dirigeant de fait, c'est un salarié qui est investi d'une délégation de pouvoir formulée par écrit ou non formulée, un collaborateur par exemple qui peut signer des chèques ou qui peut signer des marchés, peut être assimilé à un gérant de fait. Donc toutes ces personnes-là peuvent se retrouver mises en cause à titre personnel pour une faute de gestion ou le non-respect d'une obligation légale ou réglementaire, donc par exemple une disposition du Code du travail pour éviter une maladie professionnelle. On peut se retrouver mis en cause en sa qualité de mandataire social d'une entreprise. Et dans ce cas-là, ce n'est pas la garantie responsabilité faute inexcusable de l'employeur du contrat responsabilité civile de l'entreprise qui pourra intervenir, mais c'est uniquement un contrat responsabilité civile des mandataires sociaux qui pourra intervenir. Ce contrat responsabilité civile des mandataires sociaux pourra aussi prendre en charge les frais de défense du dirigeant et les éventuelles condamnations personnelles du dirigeant, même si on est dans une société de capitaux qui théoriquement limite la responsabilité du dirigeant au capital social. Malheureusement, quand on est mis en cause à titre personnel, le fait d'être en SARL, en SAS ou n'importe quelle autre forme juridique ne protège pas d'une mise en cause personnelle du dirigeant. Et là, dans ce cas-là, c'est uniquement le contrat RC mandataires sociaux qui va jouer. Point important aussi en RC mandataires sociaux, c'est que comme on protège quelque part la solvabilité aussi de l'entreprise, quand une entreprise dépose le bilan, c'est souvent l'occasion, effectivement, à un moment à fort risque pour un dirigeant d'entreprise de se retrouver mis en cause pour une faute de gestion, en disant « tu as mal géré ta boîte, tu n'as pas su assez la contrôler ». Donc, les créanciers vont attaquer le dirigeant. Dans un cas comme ça, au moment où on dépose le bilan et on est placé en redressement judiciaire, le contrat d'assurance va prendre en charge les honoraires qu'il faudra payer à l'administrateur judiciaire qui sera sans doute désigné par le tribunal de commerce. Voilà, donc ça permet aussi de donner à très court terme, au-delà de la prise en charge des honoraires d'avocat dans toutes ces procédures, ça permet aussi de prendre en charge les honoraires d'un administrateur judiciaire si une entreprise se place sous mandat ad hoc ou se place en redressement judiciaire, selon les différentes options qui sont retenues avec l'avocat. Donc, garantie responsabilité civile mandataires sociaux, extrêmement important d'en avoir une dans le contexte actuel. Dernière garantie qui est importante, on peut passer au point 5, c'est la garantie caution de marché. Pourquoi? Parce que on a un environnement économique global qui est très fragile. Et quand on passe des marchés pour lesquels on demande des acomptes qui peuvent être assez importants à un client, ce client peut dire « Attends, mon prestataire ou mon fournisseur, est-ce que si je lui paye un acompte de 30%, 40% de la commande, est-ce qu'il est financièrement solvable ?» S'il n'est pas solvable, je ne vais pas commander chez lui, je vais aller chez quelqu'un d'autre. Mais c'est difficile pour moi de savoir s'il est solvable ou pas. Donc, je demande en fait à mon client, à mon fournisseur de me fournir ce qu'on appelle une caution, une garantie de caution de marché. Alors, c'est des garanties qui sont assez courantes dans le milieu du bâtiment, il peut y avoir des grosses sommes en jeu. Mais globalement, ça permet effectivement de sécuriser le client d'une entreprise qui hésiterait parce qu'il doit payer un acompte important et qui se dit si je ne veux pas avoir de risque économique, donc on a en fait une société de caution qui va dire si jamais il y avait une défaillance de l'entreprise
qui va dire à votre client s'il y a une défaillance de l'entreprise à laquelle vous avez payé un acompte, et bien nous, on vous garantit qu'on vous paiera, on vous remboursera le montant de cet acompte. Voilà. Et vous ne serez pas impacté par le dépôt de bilan. Voilà, donc cinq garanties qui sont proposées par les sociétés d'assurance et qu'on peut couvrir et qui peuvent permettre de se protéger, mais aussi de continuer à faire du business malgré les circonstances, sans prendre des risques inconsidérés. Le point suivant, qui est important aussi d'avoir à l'esprit dans l'après-Covid, c'est ce qu'on appelle l'absence d'aléas. Alors l'absence d'aléas, c'est quelque chose, c'est encore une notion juridique, mais qui est extrêmement importante. C'est un assureur ne peut assurer que ce qui est aléatoire, c'est-à-dire que quand un événement est certain ou quasi certain, l'assureur ne peut pas vous couvrir. Et donc la problématique qui se pose aujourd'hui, c'est que on a des cas de figure ou des circonstances, compte tenu de l'épidémie à laquelle nous sommes confrontés, qui font que certains risques ne sont plus assurables. Si je parle par exemple dans le domaine du tourisme, les agences de voyage, tour opérateurs, etc., ont l'habitude de proposer des garanties annulation. Il est important, alors on est aujourd'hui dans un contexte d'épidémie mondiale. J'expliquais tout à l'heure qu'il y a des contrats annulation de voyage, par exemple, qui peuvent couvrir dans le cadre de contrats qu'on appelle des tout risques sauf d'annulation de voyage. Mais dès lors qu'effectivement, au moment où on souscrit cette annulation de voyage, on est dans un contexte d'épidémie qui est déjà avéré et évident pour tout le monde, l'assureur peut opposer à un assuré, si jamais l'assuré annule pour ce motif-là, le fait que dans la mesure où on était dans un contexte épidémique connu de tout le monde et qui était certain, toutes les suites et conséquences de cet événement qui était déjà en cours au moment où le contrat d'assurance a été souscrit ne seront pas couvertes. Ceci tout simplement en s'appuyant sur une disposition du Code des assurances, donc qui est valable dans n'importe quel contrat d'assurance, parce qu'elle est mentionnée dans le Code des assurances, et en regard effectivement des circonstances réelles dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Autre exemple d'absence d'aléas, si vous êtes dans le domaine alimentaire et que vous travaillez avec une usine alimentaire qui est localisée dans une zone qu'on appelle un cluster Covid, donc une zone où il y a une contamination très forte, et ben, cette usine, les produits qui sont fabriqués dans cette zone-là, dans l'usine qui se trouve dans ce cluster, il y a quand même un risque énorme que les produits alimentaires soient contaminés. Donc imaginons que vous ayez commandé des produits alimentaires dans une usine située dans un cluster, que vous ayez fait livrer des plats dans une école ou dans la cantine de votre entreprise par une cuisine collective qui est située dans un cluster. Il y a un risque de contamination majeur qui existe, et donc on peut vous dire, ben non, il n'y a pas de garantie d'assurance. Enfin, l'assureur pourrait vous dire, non, il n'y a pas de garantie d'assurance, parce qu'on était quasi sûr qu'il y avait un risque qui allait survenir. Donc, notion d'absence d'aléas, c'est un point juridique, mais auquel il faut réfléchir compte tenu de son business. S'il y a des choses dans votre business, des problématiques qui peuvent survenir avec une probabilité très forte du fait de Covid-19, dites-vous que l'assureur peut vous opposer cette absence d'aléa et qu'il vaut mieux l'interroger le cas échéant pour savoir est-ce que pour lui, telle ou telle circonstance serait un aléa ou pas dans le contexte de Covid-19. Voilà. Dernier point auquel il faut réfléchir en matière d'assurance, c'est qu'on réorganise les entreprises en fait pour pouvoir recommencer le travail ou continuer le travail. Ça veut dire qu'on s'appuie par exemple sur de la visioconférence et sur du travail à distance. Donc il y a un risque qui s'appelle le cyber risk. Donc c'est tout ce qui est attaque informatique, détournement de données, détournement de fichiers, donc ce qu'on appelle les dommages immatériels à votre système d'information. Donc ces risques cyber peuvent être assurés par des contrats d'assurance, comme on assure une usine en cas d'incendie. On peut assurer le système informatique et les ressources informatiques de n'importe quelle société, peu importe que ce soit les ressources informatiques propres, les serveurs ou les applicatifs propres de la société, ou alors des serveurs ou des ressources informatiques qui sont délocalisées, puisqu'il y a beaucoup de dispositifs de ressources informatiques qui fonctionnent en mode SaaS. On s'appuie sur des serveurs d'hébergement de données à gauche, à droite. Donc, en fait, quand une entreprise souscrit un contrat de type cyber,
elle protège l'ensemble de ses ressources informatiques, programmes, données, peu importe l'endroit où il se trouve, en cas d'attaque ou en cas de détournement de données ou en cas de ressources non disponibles, hein, si un réseau plante. Voilà, donc on a une multiplication en fait des attaques cyber depuis le début de la crise de Covid-19. Et même chose en matière de cyber, on est en présence d'un risque systémique, c'est-à-dire compte tenu des parts de marché qui sont aujourd'hui détenues par les plus gros opérateurs, les Google, Amazon, Microsoft et compagnie. Si effectivement un de ces opérateurs à un moment donné est déstabilisé, voilà, chacun peut assez rapidement comprendre les suites et conséquences que ça aura sur l'ensemble des entreprises. Hein. Ça sera tout aussi efficace que le Covid vis-à-vis des hommes. Voilà. Donc il est important que les entreprises effectivement s'assurent et se protègent pour ça. Alors on peut se dire, oui, si j'ai recours à un prestataire, ben, si jamais il y a un problème, mon prestataire sera responsable, hein, ma société de services informatiques, mon hébergeur, etc., sera responsable. C'est un raisonnement qui peut trouver à s'appliquer, mais qui va toucher très rapidement ses limites parce que aucun prestataire aujourd'hui n'est en capacité à dire qu'il est garanti à hauteur des montants des responsabilités qu'il porte en réalité. Et donc, si cet opérateur, à un moment donné, est victime d'une attaque qui est déstabilisée et a des garanties de 1 million d'euros, mais qu'en fait, il doit assumer des dizaines de millions d'euros, il a des garanties d'1 million d'euros auprès de ses assureurs, mais qui doit assumer des dizaines de millions d'euros, cet opérateur fera comme n'importe quelle entreprise, il va déposer le bilan et tous les engagements qu'il aura pris vis-à-vis de ses clients, malheureusement, ne seront pas honorés. Donc c'est un risque, là aussi, qui est extrêmement important et auquel il est important de réfléchir. Voilà. Voilà, j'ai parlé quasiment 1 heure, Christophe. Je crois que tu as 3 minutes ou 6 minutes pour... Merci. Merci pour toutes les personnes qui sont restées jusqu'à maintenant. Je vais aller un peu plus vite que prévu. Je vais m'occuper donc de tout ce qui touche les arrêts de travail. Donc, on aura 3 points, les arrêts de travail, les conditions d'indemnisation des arrêts de travail et les arrêts de travail et la maladie professionnelle. Alors, pour commencer, vous êtes nombreux à nous solliciter. Alors, je vais lire mon slide parce que sinon, je vais prendre trop de temps. Pour connaître les conditions de prise en charge des conséquences du Covid-19 dans le cadre d'un arrêt de travail, votre contrat de prévoyance prévoit une indemnisation en cas d'arrêt de travail selon les franchises en vigueur. La situation actuelle inédite nous amène à considérer la situation des personnes fragiles face à cette épidémie. C'est la raison pour laquelle les sociétés d'assurance acceptent certains cas sans arrêt médical ordonné par un médecin. Au titre des garanties du contrat de prévoyance, sont pris en charge aujourd'hui les arrêts de travail pour maladies, Covid-19 et autres. Donc ça n'a pas changé. Par mesure de prévention médicale, les personnes en ALD, affection longue durée, peuvent se déclarer directement sur le site Amélie, sans passer par la case médecin. Je vous ai mis le lien, ce qui permet, alors ça peut être pour du diabète, pour du cancer, etc. Et l'assurance maladie envoie directement l'arrêt de travail chez l'assuré qui le transmettra à son assurance. Et vous avez également les femmes enceintes dans leur 3e trimestre de grossesse bénéficiant d'un arrêt de travail dérogatoire prévu par les régimes obligatoires. Et donc, qu'est-ce qui n'est pas pris en charge? Les arrêts non médicalement justifiés pour garde d'enfants et les personnes ne pouvant poursuivre leur activité du fait des mesures gouvernementales de fermeture des établissements recevant du public ou du fait du ralentissement économique actuel. Donc, je vous ai fait un petit tableau, un petit tableau de synthèse qui rappelle donc les personnes éligibles à l'arrêt de travail, que vous soyez TNS ou salarié, la prise en charge du régime obligatoire qui a changé pendant le Covid dès le premier jour d'arrêt par rapport aux arrêts de travail concernant le Covid et la prise en charge complémentaire pour les sociétés d'assurance en application des franchises prévues au contrat. C'est la franchise maladie qui va être prise en compte. Parce que vous avez 2 autres franchises, qui est la franchise accident, c'est pas un accident, et hospitalisation, qui peut éventuellement également jouer si malheureusement vous êtes hospitalisé pour le Covid. Après, vous avez également les personnes fragiles en prévention maternité 3e trimestre, comme je vous l'avais dit. Une prise en charge du régime obligatoire dès le premier jour d'arrêt, pour une durée de 21 jours maximum prolongeable.
et prise en charge complémentaire par les sociétés d'assurance en application de la franchise. Et pour les personnes qui gardent leur enfant à domicile, prise en charge obligatoire le premier jour d'arrêt pour une durée de 21 jours et malheureusement pas de prise en charge de vos compagnies d'assurance. L'important, c'est les arrêts de travail pour garde d'enfants ne dépendront plus du régime d'assurance maladie et seront requalifiés selon un dispositif d'activité partielle à compter du 1er mai. Alors, comment déclarer un arrêt de travail ? Vous disposez de 30 jours au-delà de votre durée de franchise prévue au contrat quand vous êtes une entreprise et TNS, vous disposez d'un délai de 30 jours maximum pour déclarer votre arrêt de travail. Après, je vais vous laisser lire pour les personnes qui veulent notre présentation, je vous l'enverrai. Alors par contre, il faut impérativement transmettre les arrêts de travail aux sociétés d'assurance, quand bien même vous n'atteignez pas la durée de franchise de vos contrats, pour plusieurs raisons. Certaines compagnies ont pris des positions à l'inverse de leurs conditions particulières de leur contrat en supprimant les franchises. Un exemple, le GAN, pour tous les métiers médicaux et paramédicaux, ils ont enlevé la franchise qui pouvait être de 30 jours, 60 jours, 90 jours. Et alors, je vous cite celle-là, il y en a peut-être d'autres qui ont pris ces mesures-là. Pour l'instant, il y a cette partie-là. Et également par la suite, et j'empiète un peu sur un slide des maladies professionnelles, il est toujours plus intéressant d'avoir, si par la suite, en fin de compte, les médecins, aujourd'hui, ont constaté que pour certains cas de Covid-19, les patients ont du mal à récupérer complètement après des hospitalisations ou sans hospitalisation d'ailleurs. Et on ne connaît pas aujourd'hui les positions futures de la CPAM concernant la maladie professionnelle due au Covid-19. Donc, il est toujours préférable d'envoyer son arrêt de travail, quand bien même on n'atteint pas les franchises pour une autre... Voilà. Alors, je vais un peu vite, je suis navré. Donc, je vous ai mis également les conditions d'indemnisation des arrêts de travail. Je vous ai mis un petit tableau avec les arrêts de travail dérogatoires pendant la période du Covid-19 que vous pourrez regarder. Et en fin de compte, je voulais vous parler également, pour tenir l'heure maximum, l'arrêt de travail maladie professionnelle. Pour les sociétés, alors pour les petites PME, le contrat n'existe pas, mais il y a un contrat d'assurance qui existe, qui couvre le taux des arrêts de travail et maladies professionnelles, qui est un taux qui est sur les fiches de salaire de l'ensemble de vos collaborateurs, qui peut osciller en fonction des arrêts de travail. Pour certaines sociétés, de plus de 100 personnes, on peut couvrir la différence de ce taux-là dans le cas où il augmente fortement. L'assurance prend en charge la différence entre le taux N-1 et le taux N+1. Voilà, il est 12 heures, enfin il est midi. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Est-ce que certaines personnes ont des questions? Ils peuvent nous les transmettre via la conversation, vers le fil de conversation de la réunion, ou pas. Ou sinon, vous pouvez nous joindre sur nos portables ou sur nos adresses mail si vous avez des questions particulières. Juste un point, Christophe, c'est peut-être pas vu, mais Jean-Marc nous a fait un message, c'est qu'effectivement, on peut très bien dépasser l'heure. Je pensais qu'on avait une heure maximum. D'avoir monopolisé l'heure qui nous était, en tout cas, allouée dans le calendrier pour la présentation de ces sujets. Mais bien évidemment, on est à votre disposition si vous avez des questions, et on peut rester en visio encore pendant 15 minutes, 30 minutes ou une heure s'il le faut pour répondre aux questions des uns et des autres. Ce qui est sûr, c'est que je pense que beaucoup d'entreprises ne réalisent pas forcément l'ensemble des enjeux, et là je parle en tant qu'assureur conseil, ne réalisent pas forcément l'ensemble des enjeux auxquelles elles sont confrontées, parce que c'est une multitude d'événements qui interviennent simultanément et qui impactent l'entreprise à plein de niveaux différents. Dans le cadre de la société de Risk and Result, nous menons des réunions en visio avec des dizaines d'entreprises et d'équipes dirigeantes d'entreprises, de responsables du personnel,
pour les accompagner dans la mise en œuvre de telle ou telle mesure de prévention, de protection, selon qu'on fait telle ou telle activité. Donc, il y a des sujets qui sont extrêmement nombreux et variés. Mais ce que je remarque, c'est que les gens pensent beaucoup, oui, ok, qu'est-ce que je dois faire pour protéger les salariés? Qu'est-ce que je dois faire pour gérer ma fabrication, pour respecter telle ou telle disposition du Code du travail, etc. Mais très rarement, les équipes dirigeantes se questionnent par rapport à leur garantie d'assurance et refont un point de la cohérence de ces garanties d'assurance par rapport au contexte nouveau dans lequel ils sont. Et effectivement, il faut revoir et se questionner sur la manière dont on a souscrit les garanties d'assurance et sur les garanties d'assurance qu'on peut éventuellement mobiliser et aller dans le détail des choses parce que plus le temps avancera, plus on se rendra compte qu'il est important d'avoir fait cette démarche le plus tôt possible parce que peut-être qu'à un moment donné, ce sera trop tard et on pourra plus les faire. Voilà. Ensuite, la matière est extrêmement complexe, donc il est important d'avoir, on va dire, quand on aborde ces sujets, j'ai listé l'ensemble des interlocuteurs avec qui ces sujets peuvent être abordés, mais il est important d'avoir des interlocuteurs face à soi, qui sont des interlocuteurs qui, en tout cas, vous donnent l'impression de comprendre le sujet, les enjeux, et de le maîtriser. Si vous posez des questions précises et qu'en face, vous avez des réponses extrêmement floues, c'est que effectivement, il faut sans doute aller plus loin et jusqu'au moment où on trouve la réponse précise à la question précise qu'on a posée. Voilà. L'assurance, c'est une matière qui est extrêmement complexe. Et donc, s'imaginer que c'est simple et qu'il suffit de mettre quelques croix dans un questionnaire pour être bien assuré ou choisir le budget le moins cher, voilà. Parce qu'on paye cher, par exemple, un programme d'assurance, c'est aussi une réflexion qu'on a souvent. Les gens payent un budget d'assurance assez conséquent, donc ils sont bien assurés. La qualité du budget d'assurance, la qualité du programme d'assurance et des garanties n'est pas proportionnelle au budget. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Pas de questions? Encore une fois, vous avez nos numéros de téléphone et nos mails qui apparaissent sur votre écran et vous pouvez nous joindre quand vous voulez. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui demande si on peut recevoir les slides. Oui, je pense que Jean-Marc vous répondra sur cette question. En ce qui nous concerne, bien évidemment, c'est libre de droit, donc vous pouvez les diffuser, hein, il n'y a aucun sujet là-dessus. Il nous reste... Parfait. Donc, il nous reste à vous de vous remercier de nous avoir écoutés, surtout Alexis. Et nous vous souhaitons un bon appétit. Prenez soin de vous et à très bientôt, j'espère. Au revoir.